Quand on vit les choses, c'est seulement après qu'on se dit « Ah, quelle histoire hein !» Mais quand on vit les choses, et c'est ça que je voulais retrouver, c'était le sentiment du réel au moment où j'avais vécu les choses. Et non pas rétrospectivement, c'était pas un récit en arrière, c'était vraiment une immersion, on se plongeait, comme on se plonge dans une baignoire, comment on s'immerge, comment on essaye de refaire la route, en quelque sorte. Et refaire la route, c'est se placer à ce moment où, je suis la fille de 18 ans, qui, eh bien, donc les deux premières phrases qui me sont venues, elle n'est jamais sortie de son trou, hein, et tout en elle est orgueil, et également, elle veut vivre une histoire d'amour. Enfin, c'est les trois, j'allais dire, c'est les trois, la déclinaison de ça. Mais il fallait ensuite, il faut écrire, quoi. Voilà, donc c'était... Et alors là, je dis que l'écriture des années m'a aussi porté vers la dissociation entre le elle et le je. J'évoque qu'en 2003, j'ai rassemblé, j'ai écrit plein de choses sur ce 58, mais c'était à la première personne, c'était je seulement. Et donc, ensuite, il y a eu donc l'écriture des années. Donc, après, je pense que déjà, il y avait cette habitude, cette habitude d'écrire à la troisième personne, puisque dans les années, toutes les photos, ce sont des photos personnelles, mais toutes les photos sont décrites à la troisième personne, elle. Donc je crois qu'au bout d'un certain temps, d'ailleurs, les hésitations ont duré pas mal de temps, j'ai choisi d'écrire, j'ai réfléchi pourquoi il fallait que j'écrive avec elle. Et tout simplement parce que entre la fille de 58 et la femme de 2000, à l'époque 2012, 2013, bien tout ce qui les sépare, c'est immense, voilà. Donc et je ne crois pas à l'identité de la personne. On subit toutes sortes d'influences, on fait corps avec son époque, avec les gens de son époque. À chaque moment, on vit avec les autres, avec ceux qui sont plus vieux que vous, ceux qui sont plus jeunes, et tout cela et tout ce que l'on entend. Donc à tout moment, on est traversé par le monde. Donc on ne peut pas être même intimement, profondément, en 58 et en 2013. Ça a un effet libérateur. Ça a un effet de pouvoir de distanciation extrême, c'est-à-dire de se dédoubler et d'observer avec, comme je le dis, le plus cruellement possible, éventuellement. C'est-à-dire sans complaisance, sans aucune complaisance du tout, de pouvoir, et cela de façon presque naturelle, sans se dire « Oh là là, ici, est-ce que je ne suis pas trop complaisante ?» ou est-ce que... Et puis, même de couper le sentiment. De couper le sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a été. Ces sentiments de honte ou le sentiment de regret, ou enfin... Voilà, tout cela, et notamment le sentiment de honte. Bien sûr, en écrivant, il faut de ne pas pouvoir dire les choses sans avoir l'impression qu'on va s'exposer, qu'on va dire des... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait revenir au tout début de l'été 58 qui est la fille de 58 à l'aube de cet été qui est-elle quand elle arrive dans cette colonie et qu'est-ce qu'elle attend de cet été je l'ai effectivement un peu déterminée. Elle attend une histoire d'amour, ça c'est certain. Et de l'autre, elle a peur aussi parce qu'elle est tout de même un petit peu gênée aux entournures parce qu'elle n'a pas fait de stage de monitrice et donc en plus elle connaît rien aux enfants.
Donc elle est parachutée en quelque sorte dans une, même dans un métier, enfin pas dans un métier, mais dans une fonction dont elle ignore tout. Alors, lorsqu'elle arrive donc à la colonie de l'Est, tout est nouveau pour Annie Duchesne, et elle vit très vite dans l'ivresse de la découverte de la vie de groupe et d'un monde dont elle ne connaît en fait pas du tout les règles. Et puis très vite, cette découverte, elle va devenir brutale lorsqu'elle se retrouve soudainement et pour la première fois nue avec un homme, cet homme étant le moniteur-chef de la colonie. Et vous écrivez alors, ce n'est pas à lui qu'elle se soumet, c'est à une loi indiscutable, universelle, celle d'une sauvagerie masculine qu'un jour ou l'autre, il lui aurait bien fallu subir. Que provoque-t-elle alors en elle, cette sauvagerie et cette brutalité de l'événement? Justement, rien, c'est-à-dire il n'y a pas de pensée, justement. C'est ça, c'est d'essayer d'exprimer ce que dans certaines situations, il y a un sentiment si fort du présent qu'on est en train de vivre, mais dans l'incapacité de s'en échapper. C'est ça, l'impossibilité de s'en échapper, comme si ça devait arriver, comme si c'était... et qu'il y a que tout jugement soit suspendu, que toutes les pensées fuient dans ce qui est en train de se passer. Parce que quand on a imaginé les choses, quand on a pu les imaginer, et qu'elles arrivent, c'est très différent. Mais tout ce qui lui arrive depuis le moment où ce garçon l'a prise dans ses bras et l'a embrassée, elle est emportée. C'est cette loi-là qui, effectivement, alors cette loi-là qui va se révéler brutale, absolument brutale, mais en même temps le sentiment. Alors vous me direz, mais comment c'est possible? C'est vraiment au bout de comment est-ce possible de se remettre dans la peau, mais c'est qu'il y a justement de cela, c'est cette fascination, cette stupeur de ce qui arrive, qui est restée absolument, et notamment, bon, évidemment, la brutalité de l'acte sexuel, qui n'est pas consommé, comme on dit, voilà. Là, ce ne sont pas des mots, hein, ce ne sont pas des mots qu'on emploie. D'abord, il n'y a pas de mots, voilà, c'est ça. C'est d'essayer d'écrire une scène où il n'y a pas eu de mots sauf que des mots à lui, qui sont d'une brutalité extrême, mais il n'y a pas de mots. Et son expérience sexuelle violente s'est transformée en amour fou. Oui, alors, oui, absolument. Dans quelle mesure est-ce que c'est cet amour fou qui va lui permettre de continuer à vivre tout cet été-là et à apprécier cet été en faisant fi des moqueries des autres? C'est la force de l'imaginaire. Pour moi qui n'ai pas d'imagination quand j'écris, j'en ai énormément dans la vie. Voilà, donc l'imaginaire, ça existe et ça vous tient au-dessus des choses. Si on n'avait pas d'imaginaire, on serait certainement très malheureux. Et c'est ça, justement, cet imaginaire et ce désir. Ce désir qui va tenir très longtemps, puisque même devenue lycéenne, c'est l'espoir de le rencontrer dans les rues de Rouen, par exemple. Donc voilà. Mais c'est ça qui la tient au-dessus et qui fait que elle n'est pas atteinte par les quolibets, mais qu'elle entend tout de même. La preuve, c'est que je me souviens de tout. Voilà. Mais ça glisse sur elle. Voilà, c'est sa force. Mais cette force sera entamée de plus en plus, et notamment en arrivant au lycée. C'est important, et vous le précisez, ça n'est pas une honte sociale, mais c'est une honte de fille. Voilà, c'est la honte de la fierté d'avoir été un objet de désir, d'avoir considéré comme une conquête de la liberté sa vie à la colonie. Honte de Annie, qu'est-ce que ton corps dit, de On n'a pas gardé les cochons ensemble, de la scène du tableau d'affichage, honte des rires et du mépris des autres. C'est une honte de fille. Alors, est-ce qu'à travers ce livre, Mémoire de fille, est-ce qu'en ressuscitant la fille de 58, vous souhaitiez toucher du doigt quelque chose du féminin, des filles, peut-être de la condition féminine, et est-ce que finalement cette honte de fille très intime, elle ne confère pas aussi à l'universel? Ah mais on voit bien dans le titre, hein, c'est Mémoire de fille, c'est pas mémoire d'une fille. C'est
ces mémoires de filles, c'est-à-dire effectivement c'est absolument quelque chose que tout simplement parce que j'ai la certitude que ça n'aurait pas eu les mêmes formes pour un garçon. À cette époque, les filles recevaient l'injonction de se garder pour leur mari, donc de ne pas coucher avant le mariage, etc. Il y avait toute une série non dites ou dites, c'était l'un ou l'autre, mais en même temps, de l'autre côté, les garçons recevaient l'injonction inverse, hein, non dite, mais largement partagée, qui était qu'il devait être homme le plus tôt possible. Voilà. Donc ça voulait dire tout simplement, avec tous les termes qu'il y avait, se déniaiser, voilà. Donc c'est cette injonction inverse, voilà, des filles. Donc je crois que l'injonction demeure l'injonction demeure pour les garçons, mais pour les filles, elle a disparu. C'est une bonne chose. Et finalement, avec ce livre, vous faites donc revivre la fille de 58 et vous l'avez en quelque sorte intégrée ou réintégrée à votre mémoire, à votre chemin de vie. Vous lui avez redonné une place et un rôle dans ce récit. Comment est-ce qu'on vit alors l'écriture d'un tel texte? Est-ce que, surtout lorsque l'on finit de l'écrire, c'est une forme de délivrance? Non, c'est pas la délivrance, mais c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est un accomplissement. Il n'y a pas de délivrance, il y a simplement, j'ai le sentiment que... Mais voilà, j'ai ressuscité cette fille. Elle avait besoin de ressusciter. Et pas seulement ressusciter elle, mais ressusciter les autres. Ça, c'est quand même quelque chose donc, sur lequel je ne transige jamais parce que je le pense. C'est que ce sont que les autres nous traversent d'une façon ou d'une autre et que nous ne sommes pas des consciences isolées. Et que l'influence des autres, voilà, c'est toujours une influence réciproque, mais c'est très important. Je tenais à vous remercier infiniment de votre venue, Annie-Anne. Merci à vous pour ce parcours comme ça du livre. Et merci à vous. Voilà, je suis très touchée.